Oui, merci, Monsieur le Président, chers collègues. La présentation de Monsieur Éric Prud'homme, tout comme l'introduction que vous avez faite, Monsieur le Président, et les débats que nous engageons montrent très clairement que nous sommes face à une période de mutation écologiquement et socialement brutale, celle du dérèglement climatique avéré et de l'effondrement de la biodiversité. Nous constatons ensemble que la population mondiale des vertébrés a chuté de 70% au cours de ces 50 dernières années, que les pénuries énergétiques ou alimentaires, tout comme les catastrophes dites naturelles, se multiplient et que l'objectif de 1,5 degré ne sera pas tenu. Avons-nous sacrifié le vivant et les équilibres écologiques pour satisfaire l'avidité et l'hyperconsommation ? Soyons honnêtes, nous avons fermé les yeux en pensant que le partage des fruits de la croissance était un gain acceptable, justifiant notre entreprise de prédation généralisée. La raison de notre engagement en politique, à nous écologistes, c'est de tout mettre en œuvre pour protéger l'environnement et la biodiversité, de parvenir à une atténuation des dégradations et viser un règlement démocratique et socialement juste de la pénurie comme de la catastrophe. Cet engagement n'est pas récent. Je ne souhaite pas revenir sur la solitude que fut celle des militants et militantes écologistes, des scientifiques, de quelques élus anticipateurs, des citoyennes et des citoyens engagés qui se sont époumonés en vain pendant plusieurs décennies pour lancer l'alerte. Car le temps de nous engager dans une action déterminée est venu. Et nous avons besoin de toutes les forces. Aujourd'hui, c'est en grande partie le choc de la guerre en Ukraine, le choc d'un été marqué par la sécheresse et les canicules qui nous conduit à accélérer radicalement les transitions. La fragilité de notre système économique et social apparaît au grand jour. Nos conditions de vie matérielles sont très profondément liées à notre grande ébriété énergétique. On a beaucoup accusé l'écologie d'être punitive. La punition, celles et ceux qui la subissent déjà aujourd'hui, ce sont les infirmières et les aides à domicile qui parcourent tant de kilomètres pour soigner nos aînés, les ménages à faible revenu repoussés dans des lotissements où la voiture n'est pas un luxe inutile, les familles qui habitent dans des passoires thermiques et qui connaîtront cet hiver le désespoir de voir leurs enfants souffrir du froid. Et ne sous-estimons pas les questions d'alimentation. Les habitantes et les habitants des zones rurales qui ont vu de nombreux commerces et services publics s'éloigner toujours davantage. Les agricultrices et agriculteurs qui se sentent trahis par une filière qui a fait d'eux des entrepreneurs de la production chimique et industrielle, mais qui ignoraient que l'eau viendrait à manquer et que les récoltes brûleraient sur pied. C'est pour elles, c'est pour eux que nous devons engager notre stratégie de résilience territoriale. Ce que démontre le rapport auquel l'ensemble de l'exécutif du département et toutes les directions ont contribué avec engagement et célérité, c'est que nous agissons déjà depuis longtemps, mais que nous voulons agir plus vite et plus fort. Le département est attentif aux plus vulnérables. Son rôle de protection active et de solidarité est absolument essentiel dans la crise que nous commençons à peine à vivre. Notre action doit échapper à de nombreux écueils, mais j'aimerais insister sur deux d'entre eux. Le premier, nous avons besoin de faire société. La contraction économique, l'accumulation des difficultés exacerbent les conflits sociaux latents. Notre alerte face à la tentation du tous contre tous doit être constante. Et si l'argent manque, c'est là où il s'est accumulé qu'il faut le prendre. Si les temps sont durs, il faut valoriser la solidarité plutôt que le repli sur soi. Le second écueil, l'action des pouvoirs publics doit être transversale, cohérente, soutenue. Des priorités doivent être établies et respectées. Chaque euro d'argent public doit contribuer à notre adaptation au dérèglement climatique et à la justice sociale. Nous devons associer tous les acteurs, décloisonner l'action publique, agir avec audace. Pour finir sur une note positive, je rappellerai que l'adaptation climatique est aussi un horizon nouveau et mobilisateur pour tous nos jeunes, pour toutes celles et tous ceux qui souhaitent s'y investir. Par rapport à la présentation de Éric Prud'homme, bon, vous comprendrez, nous avons plutôt une inclinaison pour les scénarios 1 et 2. Et on pense que, effectivement, et le terme a été exprimé par Sylvie Gosselin, il y a une place pour une sobriété heureuse ou du moins consentie. Et plus nous prendrons de retard à engager cette transition, plus les efforts seront durs et difficilement supportables. Je note aussi que le travail, contrairement à ce qu'a dit M. Turquois, a été fait en commission et qu'il y a eu un échange visiblement fructueux lors de la réunion de la commission ad hoc.
Donc le groupe écologiste approuvera bien entendu ce rapport qui traduit une ambition partagée. Nous suivrons avec exigence sa mise en œuvre et son évaluation afin de mesurer le chemin accompli et de déterminer les actions à renforcer. Et comme mon collègue David a souhaité marquer son message d'un petit moment de mémoire et d'une citation, moi je reprendrai une qui apparaît souvent dans les rapports du GIEC et du rapport des Nations Unies. Et je vais prendre mon temps parce qu'il ne faut pas se faire de dyslexie. Éviter l'ingérable et gérer l'inévitable. Je souhaite que nous retenions ce petit slogan. Merci.